Je m'appelle Anne Benedetto, je suis donc consultante à Syndex et spécialisée sur les questions santé, sécurité et conditions de travail. Je co-animerai ce webinaire avec Anne, donc Paul Motte, également intervenant à Syndex, sur les questions SSCT et également sur les questions restructuration. C'est parti. Voilà comment nous allons procéder pour cette heure et quart, heure et demie que nous allons passer ensemble. Nous allons dans un premier temps faire une présentation de différents d'un support PowerPoint, de différents slides sur la thématique d'aujourd'hui, qui est celle de la poursuite ou de la reprise d'activité et du rôle qu'ont les représentants du personnel dans le cadre de cette actualité très complexe et tout à fait inédite de la pandémie du Covid-19. Et en fin de présentation, nous prendrons entre 20 minutes et 30 minutes pour répondre aux questions que vous aurez posées au fil de l'eau. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. On vous y répond déjà par écrit pour la plupart dans le courant de la présentation. Et ensuite, donc, à la fin, nous répondrons à celles qui auront peut-être eu le plus d'occurrences, les principales qui nous semblent importantes de repréciser. Voilà, eh bien, nous commençons la présentation. Allons-y. Donc, on va d'abord présenter un premier bloc, le plus important, on va réfléchir avec vous sur les obligations pour l'employeur dans ce contexte de reprise ou de poursuite d'activité, notamment les obligations pour l'employeur en termes de mesures de protection, et puis le rôle pour le CSE dans cette analyse des mesures de protection qui doivent être mises en place par l'employeur. Anne va d'abord vous présenter le cadre général, le cadre général légal, le cadre général, pardon, et puis le cadre aussi légal spécifique dans cette situation de crise sanitaire. On va ensuite regarder plus précisément le rôle du CSE et le cadre légal du rôle du CSE. Et on va ensuite regarder, alors de manière non exhaustive bien entendu, les principales mesures de protection qui doivent être appliquées. Et dans un deuxième temps, on va essayer d'illustrer nos propos à travers le secteur de l'industrie. Alors, ce qui est important d'abord, c'est quand on réfléchit à la poursuite ou à la reprise d'une activité, de l'activité d'une entreprise, d'un établissement dans le contexte Covid-19, selon nous, il y a quand même avant tout des questions à se poser. Alors, première question, est-ce que l'activité d'entreprise est essentielle? Effectivement, à la question « faut-il que l'établissement, l'entreprise poursuive son activité ou reprenne son activité ?» les éléments de réponse ne seront pas les mêmes pour un labo pharmaceutique ou pour un équipementier automobile, bien évidemment. Ensuite, il y a la question de l'évolution de la situation épidémique, avec la question qui est est-ce que le pic épidémique est-il passé? Ensuite, la question des consignes qui sont établies et passées par les autorités. Notamment, est-ce que il y a des consignes claires de renforcement du confinement qui vont peut-être faire réfléchir avant de reprendre une activité sur un établissement. Ensuite, il y a la question de la demande des clients, des usagers. C'est-à-dire qu'effectivement, reprendre l'activité va se poser de manière différente pour une activité pour laquelle finalement la demande est restée stable, voire a augmenté dans un contexte épidémique, ou pour une activité pour laquelle la demande a significativement diminué, voire parfois même quasiment disparu dans un contexte épidémique. Ensuite, il y a les questions des conditions matérielles, techniques et organisationnelles nécessaires à la reprise. Est-ce qu'elles sont réunies? Ça peut être des questions effectivement pour un établissement industriel. Est-ce que les marchandises, les approvisionnements nécessaires
à la production vont être disponibles? Est-ce que les fournisseurs vont être capables de me livrer? Ça peut être d'autres questions, comme effectivement si dans les mesures de protection envisagées par l'employeur, il y a la fourniture à chacun de masques, et ça on va en reparler. Est-ce que l'employeur est en mesure de fournir des masques à tout le monde, et d'ailleurs sans faire concurrence entre guillemets à la fourniture de masques pour des activités essentielles? Ces questions, elles nous paraissent importantes, effectivement, en introduction, et l'employeur, avec le CSE, selon nous, doit vraiment se les poser avant de décider de poursuivre ou de reprendre l'activité. Alors Anne, je me demande si tu n'as pas coupé ton micro. Exact. Voilà. Oui, exact. Je suis désolée. Je l'avais pas remis. Donc, je reprends. Donc, on va faire un petit détour par les aspects juridiques et déjà présenter en premier lieu les obligations principales des employeurs qui s'avèrent d'autant plus importantes en cette période, et notamment la première inscrite dans le Code du travail qui dit que cet employeur, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique, mais aussi mentale des travailleurs. Ça, c'est un article socle très important. Travailleur, c'est pas un élément de langage. Ça veut dire que non seulement il doit protéger ses salariés, mais aussi toutes les personnes qui vont être sur son site. Ça peut être voilà, des intérimaires ou des entreprises extérieures qui viennent travailler sur le site. Et il a une obligation de santé et de sécurité à la fois physique et mentale. Alors, le Code du travail poursuit cette obligation en déclinant justement un certain nombre d'éléments. Et notamment, la première chose, l'employeur doit évaluer les risques. Il doit les évaluer annuellement, mais aussi à chaque fois qu'il y a des modifications importantes dans les conditions de travail. Alors, c'est vraiment le cas aujourd'hui, bien sûr. Donc, vous voyez sur cette diapo, vous avez sur une partie le cadre légal général et sur l'autre partie, dans les petites bulles vertes sur la gauche, sur la droite, pardon, en période de crise sanitaire. Alors, l'évaluation des risques en période de crise sanitaire, eh bien, ça veut dire que le fameux document unique d'évaluation des risques professionnels devra être mis à jour, devra être amendé, annexé par toutes les mesures qui seront mises en place par l'employeur au regard du risque de contamination des salariés. Alors, non seulement ce qu'on appelle les gestes barrières, c'est-à-dire des mesures très spécifiques, mais aussi toute l'organisation qui va devoir se mettre en place autour de ces mesures barrières, et nous allons y revenir. Secondo, il va mettre en place des actions de prévention. C'est pas tout d'analyser les risques, de les évaluer, mais au regard de chacun des risques, des mesures de prévention seront mises en place. Alors, notamment le télétravail dès que possible, mais aussi la réorganisation des espaces de travail, la mise en place de nouveaux équipements, qu'ils soient individuels ou qu'ils soient collectifs, des aménagements horaires, des aménagements dans les procédures de travail. Troisièmement, l'employeur doit mener des actions d'information et de formation autour justement des mesures de prévention qu'il met en place. C'est très important. Il ne s'agit pas uniquement de dire, voilà, je vais mettre à disposition un certain nombre d'équipements, un certain nombre de matériels nouveaux. Non, il faut aussi former et informer sur justement la manière dont on va pouvoir les empoigner, les porter et les ôter également. Mettre en place une organisation et des moyens adaptés, le volume d'activité, les horaires. On va peut-être organiser des rotations des équipes pour éviter que trop de salariés
soient présents au même moment dans des bureaux, dans des ateliers, dans des services. Tout cela doit être tout à fait identifié par l'employeur. Alors, bien sûr, en concertation avec vous, les représentants du personnel, et avec les salariés qui sont concernés, dans le cadre d'une réflexion collective et partagée qui permettra justement de pouvoir continuer à travailler dans ces périodes bien complexes. Nous allons procéder à une petite question à la suite de cette diapo, une petite question qui va vous être projetée sur la page. Est-ce que votre employeur vous a présenté le document unique d'évaluation des risques professionnels actualisé? Est-ce qu'on va pouvoir afficher les résultats? Sur les 100% de participants, seulement 10% ont répondu oui à l'employeur, effectivement, à présenter le DURP actualisé. Et 51% ont répondu non, et donc 40% n'ont pas répondu à la question. Donc, on voit déjà, effectivement, que cette obligation est très, très peu respectée, semble-t-il, par les employeurs. Ce qui est en soi pas très vraie étonnant question. par Non, rapport... alors à la fois pas très étonnant et un peu inquiétant quand même. Ouais. Très inquiétant, mais pas très étonnant par rapport à toutes les sollicitations que nous recevons là depuis 3 semaines dans le cadre de notre cellule de crise Syndex, et où effectivement on se rend compte que les employeurs ne remplissent pas les obligations que l'on vient de présenter. Est-ce qu'on peut poursuivre sur le diaporama ? Alors, nous allons vous présenter un certain nombre. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il me semble que oui, il manquait quelque chose. Pardon. Voilà. Je poursuis dans le cadre légal. Le Code du travail décline 9 principes de prévention que les employeurs sont également tenus d'observer. Dans ces 9 mesures, nous en avons sélectionné 5 qui nous semblent essentielles en cette période de crise. Éviter les risques ou combattre les risques à la source, à savoir ces mesures, ces principes de prévention doivent toujours privilégier la prévention collective avant la protection individuelle. L'employeur doit mettre en place des mesures qui vont réduire toutes les sources de présence du virus et de transmission du virus. Le deuxième principe de prévention très important dont nous devons parler aujourd'hui, c'est le principe d'adapter le travail à l'homme et non pas l'inverse. C'est bien le poste de travail et l'environnement de travail qui doivent être adaptés. Il n'est pas question de dire aux salariés, voilà, nous avons mis en place un certain nombre de protections individuelles, par exemple, à vous de vous débrouiller pour les utiliser sans, par exemple, que l'on pense à réduire les objectifs de production. Un exemple tout bête. L'employeur dit, voilà, dans les mesures barrières, il faut absolument que les salariés aillent se laver les mains toutes les heures, au mieux toutes les 2 heures. Comment imaginer, si le point d'eau se trouve à quelques mètres de distance, que les salariés vont toutes les heures ou toutes les 2 heures aller se laver les mains alors que on leur demande la même productivité. Tout doit être pensé et il faut vraiment adapter les conditions de travail, l'organisation du travail en fonction de ces mesures qui seront mises en place. Planifier la prévention, c'est établir un plan de prévention. Un plan de prévention qui va découler du fameux document unique d'évaluation des risques qui sera donc remis à jour avec un certain nombre de mesures qui seront non seulement planifiées, mais clairement mises en place.
prendre des mesures de protection collective en donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. Les masques, les gants, les gels ne suffisent pas en eux seuls à protéger. C'est l'organisation des espaces, des horaires et de certains processus qui devra être revu. L'affichage des consignes doit être bien sûr effective en tout point de l'entreprise, mais il convient aussi, en plus, de former les travailleurs à ces consignes et de vérifier très régulièrement si les instructions sont comprises et applicables. Et là, le CSE, les représentants du personnel, ont bien sûr leur rôle à jouer. Un petit détour sur les sites officiels sur lesquels vous allez pouvoir trouver un certain nombre d'informations. Aujourd'hui, vous avez accès à de nombreuses informations. Elles ne sont pas toutes fiables. Il nous a semblé important, lors de ce webinaire, dans cette matinée, de vous rappeler là où vous allez trouver les informations sur lesquelles vous pouvez vraiment vous appuyer. Alors, le premier site que nous citerons, c'est celui du ministère, travail.gouv, qui est donc le site officiel, sur lesquels d'ailleurs vous allez trouver cette page, les rappels du ministère du Travail aux employeurs, et qui reprennent ce que nous avons dit à l'instant, à savoir la loi donne responsabilité à l'employeur en matière de protection de la santé des salariés, priorité à la réactualisation du document unique d'évaluation des risques, première obligation de l'employeur en cette période, et participation des instances représentatives du personnel à la prévention. Le CSE, ou pour ceux qui sont encore en CHSCT, à savoir la fonction publique, le CSE, le CHSCT, la commission santé, sécurité, conditions de travail, les représentants de proximité, tous ces acteurs-là doivent être mobilisés aujourd'hui par l'employeur pour participer à cette prévention. Deuxième site sur lequel vous avez des informations essentielles, c'est celui des questions-réponses du ministère. Vous avez une foire aux questions, en quelque sorte, qui est publiée avec des réponses aux salariés, des réponses aux employeurs, sur lesquelles vous pouvez aller régulièrement. Elles sont remises à jour quasiment quotidiennement, ces questions-réponses, et vous pouvez aller vous y référer. Malheureusement, il manque un onglet, celui des représentants du personnel, mais les représentants du personnel vont aller sur les deux facs, celle des salariés et celle des employeurs. Tous les jours également sont publiées de nouvelles fiches conseils sur le site travail.gouv. Ces fiches conseils par métier. Aujourd'hui, vous en avez déjà une quinzaine qui sont publiées et le ministère en publie, je vous dis, chaque jour de nouvelles. Ce sont des fiches spécifiques qui traitent de métiers particuliers et qui déclinent les mesures spécifiques de prévention qui doivent être appliquées en période de Covid-19. Ces fiches sont très bien faites, elles sont très détaillées. On va juste regretter une petite chose, enfin une petite ou une grande chose. Une moyenne chose, voilà. Ouais. Ce sont plutôt des checklists de mesures de prévention, mais justement, toute cette réflexion préalable à la mise en place de ces mesures manque, à savoir justement comment on doit procéder entre l'employeur, les représentants du personnel et les salariés à comment je les mets en place, ces mesures-là. Ça manque cruellement. Mais ceci dit, c'est un bon support pour engager la réflexion. Autre site sur lequel nous vous invitons à vous rendre très régulièrement, c'est celui de l'INRS, qui comporte des réponses aussi à de multiples questions que vous pouvez vous poser et qui nourrit aussi les instances représentatives du personnel de brochures, d'affiches que vous pouvez éditer et afficher en ce moment pour informer le plus possible les salariés que vous représentez. Voilà, je passe la parole à Paul pour la suite du diaporama.
Alors, dans tout ça, quel est le rôle du CSE, alors du CHSCT, hein, notamment quand il existe encore, par exemple, dans certaines fonctions publiques. On a, alors, au centre CSE, il y a la notion d'information et de consultation sur les mesures de protection mises en œuvre. Et là encore, on va faire un petit sondage pour voir effectivement comment vos employeurs, qu'est-ce que votre employeur par rapport à cette question d'information-consultation, comment il se situe, qu'est-ce qu'il fait. Donc, question, votre employeur vous a-t-il consulté sur les mesures de protection qu'il a mises en place en cas de poursuite d'activité ou qu'il prévoit de mettre en place dans la perspective d'une reprise? Alors, oui ou non? Alors, peut-être on peut afficher les réponses. Alors, vous êtes 60% encore à avoir répondu. Et encore une majorité de non, puisqu'effectivement 74 d'entre vous ont répondu non, et 51 d'entre vous, soit 25% de l'ensemble effectivement des participants, ont répondu oui. Donc là encore, effectivement, ça pose question. On va peut-être basculer sur la présentation. Ça pose question, pourquoi? Parce que cette obligation d'information-consultation, selon nous, elle existe toujours. Alors, ce qui est sûr, c'est que là, on est quand même dans un cadre légal un peu mouvant, un peu incertain. On va voir, on est quand même dans une situation inédite, critique. Donc, c'est sûr que on peut concevoir qu'il va y avoir un peu de souplesse dans l'application de ces obligations. Pour autant, même si on identifie deux cas de figure, c'est-à-dire le cas de figure de la poursuite d'activité et le cas de figure de la reprise d'activité avec un arrêt complet d'activité, de notre point de vue, cette obligation d'informer et de consulter le CSE sur les mesures de protection qui doivent être mises en place subsiste complètement. Alors, sur la poursuite d'activité, hein, on va par exemple se situer pour un commerce, un supermarché où voilà, l'activité n'a pas été arrêtée, mais bien évidemment, l'employeur doit mettre des mesures de protection à titre conservatoire, hein, c'est-à-dire immédiatement. Et donc là, ce que dit le droit, en tout cas notre interprétation, c'est qu'il doit y avoir donc évidemment mise en place immédiate à titre conservatoire des mesures de protection, information immédiate du CSE, et remise de l'avis dans un délai d'1 mois du CSE par rapport à ces mesures de protection mises à titre conservatoire. C'est-à-dire que le fait que les mesures de protection sont mises en place de manière immédiate n'exonère pas l'employeur d'informer et de consulter le CSE sur ces mesures. Et donc, on va avoir effectivement un laps de temps d'1 mois entre la mise en place des mesures et le recueil de l'avis. Alors, c'est un délai qui peut être réduit, mais en tout cas, un délai qui, évidemment, pour nous, doit être mis à profit pour que le CSE participe pleinement à l'analyse de ces mesures et propose des mesures complémentaires, mieux adaptées, etc. En tout cas, pour qu'il puisse jouer pleinement ses prérogatives SSCT. Et puis, le deuxième cadre, imaginons une industrie qui a complètement arrêté son activité dans le cadre de la crise sanitaire et qui va reprendre son activité. Alors, de notre point de vue, là, on est dans le cadre d'une information-consultation sur un ménage important, c'est-à-dire au titre de l'article L2312-8 du Code du travail, hein, c'est-à-dire on est dans le cadre de ce qu'on appelle la marche générale de l'entreprise, puisque une reprise d'activité va toucher à l'organisation, à la marge générale de l'entreprise. Évidemment, la mise en place des mesures de protection va induire, comme l'a expliqué Anne, forcément une modification des organisations du travail, des conditions de travail, et là, du coup, l'employeur doit informer et consulter le CSE, et cette information-consultation est un préalable à la reprise de l'activité.
Très concrètement, comment ça va se traduire pour le CSE? Alors, on le rappelait, on est effectivement dans une crise sanitaire qui a un caractère critique et inédit. Et on peut, nous, effectivement, ce qu'on porte, c'est que dans ce cas-là, il faut mettre en place un dialogue social qu'on va appeler adapté pour que le CSE puisse exercer au mieux ses prérogatives SSCT. Et donc, dans ce cas de figure, qu'il puisse réellement contribuer d'une manière la plus opérationnelle possible à l'analyse des situations à risque et des mesures de protection prévues ou complémentaires qui doivent être mises en place. Et donc, la question, par exemple, qu'on peut se poser, c'est qu'on est sur une information consultation projet important dans le cadre, par exemple, d'une reprise d'activité. Est-ce que le délai d'un mois va s'imposer à l'employeur? Alors, d'un strict point de vue légal, selon nous, oui. Pour autant, effectivement, on peut penser qu'il peut y avoir un petit peu de souplesse de ce point de vue-là. Mais en tout cas, nous, on a repéré 4 éléments qui nous paraissent véritablement importants et on va dire inconditionnels. C'est-à-dire que dans le cadre de cette information consultation, sur la mise en place des mesures de protection et sur l'adaptation de l'organisation, il faut que la présentation de l'employeur soit la plus détaillée possible. C'est-à-dire que l'employeur ne peut pas se satisfaire de présentation de mesures génériques, effectivement, il ne peut pas simplement rappeler que il faut respecter la distance d'1 mètre, que des éléments de protection individuels vont être distribués, qu'il faut se laver les mains régulièrement. Voilà, ça c'est complètement insuffisant. Il faut en fait qu'il fasse, par exemple, une revue métier par métier, poste par poste, sur comment ces mesures génériques vont pouvoir être appliquées à chaque cas spécifique. Et ça va se traduire par une présentation modifiée du document unique d'évaluation des risques professionnels. Et ce qui est important en cas de reprise d'activité, c'est cette présentation détaillée des mesures de protection, elle se fasse en amont de la reprise. Toujours dans le cadre d'une reprise d'activité, ce qui nous semble vraiment important, c'est que le CSE ait un délai suffisant pour analyser les mesures prévues, pour pouvoir les questionner, proposer des modifications et proposer des mesures complémentaires. Dans le cas d'une reprise d'activité toujours, le CSE va rendre un avis circonstancié. Alors, l'avis circonstancié, il va être rendu aussi si on est sur une poursuite d'activité. Mais dans le cas d'une poursuite d'activité, ce qui est important, c'est que l'avis circonstancié ne sera rendu que, effectivement, si les mesures de protection sont présentées, sont suffisamment instruites, détaillées et précisées, et cela de manière préalable à la reprise. C'est-à-dire que nous, on estime que l'employeur ne va pas pouvoir reprendre l'activité s'il n'a pas présenté des mesures suffisamment instruites, détaillées et précisées. Ensuite, dernier point important, on pense que lorsque l'activité se poursuit ou lorsqu'elle a repris, il faut prévoir un dispositif paritaire de suivi de l'application des mesures de protection. Et ça, on va y revenir. Que peut faire le CSE lorsque les mesures prises par la direction sont insuffisantes? On a eu un certain nombre de questions déjà comme ça. Alors, que peut faire le CSE? Il a 3 outils principaux. Première possibilité, action 1. Effectivement, si l'activité se poursuit ou a repris et que les mesures prises par la direction sont insuffisantes, eh bien, le CSE peut solliciter une réunion extraordinaire. Il suffit en fait simplement que 2 membres élus du CSE sollicitent cette réunion et l'employeur ne peut pas la refuser à partir du moment où cette réunion porte sur des sujets SSCT. Et donc, cette réunion extraordinaire, elle va offrir la possibilité effectivement au CSE de faire un point le plus rapidement possible sur les situations de travail à risque et le CSE pourra, lors de cette réunion, demander la mise en place de mesures de prévention renforcées ou complémentaires. Deuxième possibilité, c'est saisir l'inspection du travail. Si effectivement les élus du CSE estiment que les mesures de protection sont insuffisantes, ils peuvent saisir l'inspection du travail, une saisine dans l'idéal par écrit, alimentée effectivement par des faits et des témoignages précis. Troisième possibilité, c'est le déclenchement d'un droit d'alerte par des élus du CSE en cas de danger grave et imminent.
On vous rappelle effectivement un droit d'alerte pour un danger grave et imminent. Quand un membre élu, un ou plusieurs membres élus du CSE constatent une situation de danger grave et imminent, et ce constat d'ailleurs peut être fait par l'intermédiaire des salariés, eh ben, il va alerter l'employeur, il va consigner les éléments sur un registre spécial et il va mener une enquête sur les situations de travail qui constituent des dangers graves et imminents. Il va enquêter avec l'employeur. Si à l'issue de l'enquête, il y a un accord entre l'employeur et les élus du CSE sur la réalité du danger et sur les mesures à prendre. Dans ce cas-là, effectivement, les mesures de protection complémentaires sont mises en place, la procédure s'arrête. S'il y a un désaccord à la fois sur la réalité des dangers ou sur les mesures qu'il faut prendre, donc des accords entre élus du CSE et employeurs, le CSE est réuni dans les 24 heures de manière urgente, et s'il y a toujours un désaccord, dans ce cas-là, l'inspection du travail est sollicitée. Donc on voit le CSE, les élus du CSE ne sont pas complètement démunis, et le cadre légal préexistant finalement s'applique toujours et offre un certain nombre d'outils dans la situation de la crise sanitaire. Oui, alors effectivement, le CSE n'est pas seul, et lors des réunions de CSE portant sur les sujets SSCT, donc cette fameuse réunion extraordinaire dont Paul vient de vous parler, il ne faut pas oublier de demander à ce que soit convié le médecin du travail, l'inspecteur du travail et le contrôleur de la CARSAT ou de la CRAMIF. Bien sûr, ils y seront conviés de manière virtuelle, puisque aujourd'hui, la plupart des réunions de CSE se font en visioconférence. Et ça nous semble très important de vous le rappeler. Et à ce sujet, une ordonnance qui est parue la semaine dernière, et qui est une ordonnance temporaire, prévoit que les missions des services de santé au travail se concentrent aujourd'hui exclusivement sur la crise sanitaire. À savoir que votre médecin du travail et toute l'équipe pluridisciplinaire, alors soit vous avez un médecin en interne dans votre entreprise et un infirmier, soit vous adhérez à un service interentreprise de santé au travail. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ces équipes-là doivent finalement arrêter toutes leurs activités annexes, les visites périodiques, les actions de terrain autres que celles vraiment qui touchent à la crise sanitaire, et donc venir vous aider, vous, l'employeur et les salariés, sur justement la mise en place de tout ce dispositif de prévention. Donc vous avez vraiment possibilité de solliciter cette équipe pour justement leur proposer la relecture de l'actualisation du document unique d'évaluation des risques, vérifier que les mesures sont effectivement bien les bonnes, bien adaptées à votre activité, et leur demander de prendre position en réunion de CSE. Le médecin peut aussi temporairement prescrire ou renouveler un arrêt de travail. Ça fait partie de l'ordonnance ministérielle qui est sortie la semaine dernière. Alors, il y a toujours un petit temps de latence quand on passe les diapos. On vous rappelle également, dans les outils à votre disposition, que dans le cadre des circonstances exceptionnelles actuelles, vous pouvez solliciter un dépassement de votre crédit d'heure de délégation. Pour nous, il nous semble évident que la crise sanitaire actuelle constitue bien une circonstance exceptionnelle, comme le rappelle l'article 2314-1 du Code du travail. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous activiez. Nous, on vous le conseille parce que vous allez voir dans la poursuite de notre exposé, les représentants du personnel sont très mobilisés et vont avoir un travail soutenu et continu pendant toute cette période de crise et certainement même au-delà, tant les conditions de travail sont modifiées actuellement. Alors, concrètement, que peut faire le CSE lorsque les mesures de protection lui sont présentées par la direction, donc idéalement dans le cadre d'une information-consultation comme on l'a vu. Alors évidemment, le CSE, là, il va devoir analyser et challenger, entre guillemets, les mesures de protection qui sont présentées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord demander des précisions sur les mesures présentées. Par exemple, quelles vont être les modalités de mise en œuvre de ces mesures sur chaque poste de travail.
quelles vont être les formations mises en place pour l'application de ces mesures. Et puis vraiment très important, quelle compatibilité avec la manière dont le travail se réalise réellement. Ces mesures, est-ce qu'elles vont être compatibles? Et si elles ne sont pas compatibles directement ou facilement, comment le travail va être adapté? Vraiment, c'est les questions qu'il faut poser, hein, c'est-à-dire l'adaptation des mesures de protection aux situations de travail, au travail réel. Avec voilà, cette notion, hein, ce principe de prévention, que le travail doit être adapté aux mesures de protection, et c'est pas le salarié qui doit s'adapter aux mesures de protection. Et ça peut passer par une adaptation des espaces de travail, des postes de travail, des processus. Hein. Une chose aussi qui peut paraître aussi évidente en fait que respecter une distance de sécurité, une distance de 1 mètre entre chaque salarié. Si on réfléchit et si on tire le fil, en fait, on se rend compte que ça a énormément d'implications et que ça peut engendrer énormément de modifications des postes de travail, des processus de travail, des organisations de travail. Autre question, c'est la compatibilité des équipements de protection avec le travail réel. Est-ce que, par exemple, porter des gants est compatible avec un travail qui demande de la dextérité? Et si c'est pas compatible, bah, comment on fait? Voilà. C'est effectivement toutes ces choses-là qui doivent être présentées au CSE, et si ça ne l'est pas, bah, le CSE doit poser la question et doit obtenir des réponses. Et puis, évidemment, le CSE doit demander des précisions et doit demander des mesures complémentaires lorsque les mesures présentées lui paraissent insuffisantes. Ça peut passer, par exemple, par la demande d'une revue des mesures de protection par métier, par fonction, par processus, voire par poste. Hein, du coup, effectivement, c'est un boulot qui peut être significatif pour l'employeur, mais pour nous, c'est un travail qui est absolument essentiel et obligatoire. Il faut aussi réfléchir aux mesures organisationnelles. Et là-dessus aussi, le CSE a son rôle à jouer. Un principe, hein, le principe de la distanciation sociale de 1 mètre, bah finalement, dans un certain nombre de cas, ça va impliquer un effectif réduit, dans le sens où dans un espace donné, il pourrait y avoir moins de salariés. Et donc, effectif réduit, ça veut dire forcément une nouvelle organisation du travail, la mise en place d'une plus grande polyvalence, ou aussi si effectivement le volume d'activité n'est pas réduit, s'il y a moins de salariés à un instant donné, ça veut dire peut-être revoir les plages horaires, les horaires de travail. Donc on voit que l'organisation, elle peut être chamboulée par la mise en place des mesures de protection. Ou par exemple, la vitesse d'exécution du travail peut être aussi ralentie par les mesures de protection. Et donc, là encore, doit se poser la question d'une modification de l'organisation du travail, d'une modification des objectifs, notamment quantitatifs, qui sont demandés aux salariés. La question de l'organisation du travail, elle est importante aussi parce que finalement, une modification d'un processus, ça peut être en soi une mesure de protection. On peut prendre l'exemple, par exemple, dans la grande distribution ou sur les rayons, par exemple, poissons, traiteurs, etc. On va avoir une modification significative des modalités de service au client. C'est-à-dire qu'effectivement, le client ne pourra plus s'approcher à moins d'1 mètre du rayon, hein, à la fois pour éviter les contaminations avec les salariés et puis aussi pour éviter une contamination de la nourriture qui est présentée en rayon. Et donc ça, forcément, ça veut dire des modalités de service différentes avec un approvisionnement des clients via des petits chariots qui sont déposés avant que les salariés s'éloignent des clients. Donc on voit là que le processus, une modification du processus, c'est une mesure de protection. Autre cas qui nous paraît intéressant, c'est le cas des drives. Et donc moi personnellement, j'ai constaté que effectivement dans les drives, les processus s'étaient adaptés. Et ce qui est intéressant, c'est que différentes chaînes de drive ont eu des réponses différentes. Par exemple, on a pu avoir une première chaîne de drive où là, ce qui se passe, c'est que le salarié doit rester dans sa voiture. Le client doit rester dans sa voiture. Le salarié arrive avec le caddie, repart, et c'est à ce moment-là seulement que le client sort de la voiture, ouvre son coffre et met lui-même les sacs remplis dans son coffre, ferme le coffre et puis
va déposer ensuite le caddie à un endroit où tous les caddies sont déposés. Et puis, une autre chaîne de drive propose un processus différent. C'est avant que le salarié du drive arrive, en fait, le client va ouvrir le coffre, va re-rentrer dans sa voiture, et c'est à ce moment-là que le salarié arrive et va lui-même remplir le coffre. Et une fois que le coffre est rempli, hop, il s'éloigne de la voiture, et c'est à ce moment-là, effectivement, le client qui va sortir de sa voiture et refermer son coffre. Dans un premier temps, on peut dire effectivement que la deuxième solution est la meilleure, puisqu'elle va éviter les contaminations via le caddie, puisque effectivement, dans la deuxième solution, le client ne va jamais toucher le caddie. Donc, ça peut paraître meilleur, et effectivement, de ce point de vue-là, c'est meilleur. Mais d'un autre point de vue, on voit que la deuxième solution, effectivement, on en discutait avec Anne hier, la deuxième solution est davantage problématique, puisque le salarié va avoir bien davantage de manipulation des sacs en remplissant le coffre, ce qui peut avoir d'autres implications sur la santé, alors peut-être pas en termes de contamination, mais peut-être en termes de fatigue musculaire, voire de TMS, effectivement, à moyen long terme. Voilà. Tout à fait. Ouais. Là, je crois qu'on est vraiment, par cet exemple-là, on touche du doigt le fait qu'il arrive qu'en prenant des mesures de prévention spécifiques pour éviter la contamination, on génère d'autres risques. Typiquement, dans ce que vient de dire Paul, l'employé du drive, certes, il va être protégé du virus, mais il va tellement manutentionner de courses qu'il va positionner dans les coffres, et on voit bien qu'en plus de ça, on est dans des conditions de manutention qui sont vraiment des conditions de manutention manuelle très très pénalisantes pour le dos. On risque d'arriver finalement au bout de quelques semaines de ce fonctionnement-là à des affections du rachis lombaire des employés, et qui vont avoir des conséquences dramatiques en termes de santé. Et voilà ce à quoi il faut être attentif pour les représentants du personnel. C'est cette espèce de chaîne de risques qui peuvent découler de cette période d'activité complètement dégradée que l'on voit aujourd'hui. Toujours sur la question des mesures organisationnelles, il y a la question des absences. Dans un certain nombre de cas, effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'absences dans les entreprises, dans les établissements. Donc là encore, on va être sur des organisations du travail effectif réduit, donc avec des modifications nécessaires de l'organisation. Et puis la question de la modalité de remplacement des salariés absents. Est-ce qu'il faut un recours à l'intérim? Oui, non. Selon quelle modalité? Avec du coup toutes les questions de formation pour les intérimaires. Et on sait que le recours à l'intérim n'est pas toujours une bonne solution, puisque ça peut passer aussi par des temps de formation significatifs, qui sont autant de temps pris aussi sur le travail des salariés en CDI. Élément important dans le rôle du CSE, on le disait tout à l'heure et on va le détailler ici, c'est de prévoir un dispositif paritaire de suivi une fois que l'activité, alors quand l'activité se poursuit ou une fois que l'activité a repris. Alors nous, on va appeler ça la commission Covid-19, donc qui va être du coup effectivement un dispositif paritaire avec des prérogatives qui peuvent être significatives. Donc une commission évidemment qui va comprendre des représentants du personnel, donc qui peuvent être l'ensemble des élus du CSE ou une partie des élus du CSE, qui peuvent être les élus de la CSSCT, éventuellement avec en plus des représentants de proximité, évidemment, présence des représentants de la direction, et puis, important selon nous, présence des acteurs dans ce dispositif, présence des acteurs de la prévention, médecins du travail, infirmiers, et puis équipe HSE de l'entreprise. Et cette commission, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, son rôle, ça va être d'interroger en continu la pertinence et la bonne application des mesures de protection. Et donc, ça va passer par quoi? Ça va passer par des inspections qui peuvent être très fréquentes au début. Nous, on prône même quasiment des inspections quotidiennes pour vérifier à la fois que les mesures de protection prévues sont bien mises en place, et puis également pour vérifier que les mesures prévues et mises en place sont bien adaptées à l'activité et sont effectives. Avec, du coup, ensuite des réunions régulières de cette commission pour qu'elle puisse analyser effectivement les résultats des inspections et puis prévoir des mesures
complémentaire et mieux adapté. Et ce qui nous paraît important, c'est véritablement que, en cas de reprise d'activité, ce dispositif soit défini en amont de la reprise. Alors, Anne, je te laisse la parole. Voilà. Oui, c'est un petit peu long à se, voilà, c'est un petit peu long à se connecter. Après la reprise, eh bien, effectivement, le travail du CSE se poursuit. Hein. Cette fameuse commission paritaire spécifique que l'on a appelée, nous, Covid-19, et nous aurions peut-être pu vous poser la question là en direct de combien de commissions paritaires spécifiques se sont constituées depuis le début de la crise dans vos entreprises. Et malheureusement, on peut imaginer déjà une réponse qui serait certainement majoritairement négative. Hein. Cette commission, en tous les cas, si elle est pour nous, elle est indispensable. Il faut non seulement qu'elle se réunisse avant la reprise, mais également une fois que la reprise aura été effective. Je vais faire un tout petit détour là sur la présence du médecin du travail dans cette commission paritaire, de sa présence tout court là au moment de cette crise, parce que plusieurs questions là viennent d'apparaître dans le chat hein, sur voilà le rôle du médecin du travail. Et je rappelle qu'une ordonnance du 1er avril, qui n'est pas un poisson d'avril, qui somme les services de santé au travail d'être très présents, hein, d'être complètement concentrés sur ces questions-là. Donc, si vous n'arrivez pas à mobiliser votre médecin du travail, si c'est un médecin du travail qui fait partie d'un service interentreprise de santé au travail, hein, qui est partagé sur plusieurs entreprises, alors certes, il est peut-être très mobilisé pour beaucoup d'entreprises et notamment les petites, qui manquent souvent justement eh bien de CSE actifs. Bon, malgré tout, appeler la direction du service de santé au travail et demander à ce que un médecin du travail ou un intervenant en prévention des risques ou un infirmier puisse vraiment vous aider et participer à cette commission. Concernant les inspecteurs du travail, un petit message rapide. Aujourd'hui, il est très difficile de contacter téléphoniquement les directs. En revanche, vous pouvez adresser des mails à vos inspecteurs du travail. Vous les avez la plupart du temps et nous, de ce qu'on constate par l'intermédiaire des équipes qui nous contactent, c'est que les inspecteurs du travail sont très présents et répondent à vos sollicitations. Donc, nous revenons à notre diapo. La commission Covid-19 continue son travail une fois que la reprise est effective. Hein. Elle poursuit des visites de sites régulières. Bien sûr, hein, les membres de la commission et vous, les représentants du personnel, il faudra que vous soyez vigilants à vous protéger, hein, à garder ces fameuses distances de sécurité. Mais il est vraiment essentiel que vous alliez voir le travail et que vous repériez là où justement on a des risques indirects qui se produisent, là où les mesures ne peuvent pas se mettre en place parce que l'activité ne le permet pas. Et donc, il faut trouver d'autres solutions et adapter le travail. On a réfléchi un petit peu à la manière dont justement pouvait remonter à cette commission un certain nombre d'événements, d'aléas qui peuvent se produire dans le quotidien de l'activité. Et un outil qui nous a semblé important de développer, c'est la mise en place de fiches d'événements indésirables. Ces fiches d'événements indésirables, on va vous proposer un petit modèle qui va s'afficher. Hein. Elles peuvent justement être c'est l'occasion ou jamais hein, de les mettre en place, d'organiser tout un système de remontée, de recueil de ces fiches de données, de ces fiches d'événements indésirables, d'en constituer un fichier qui permettra régulièrement d'amener des propositions, des solutions aux difficultés rencontrées sur le terrain dans la mise en place des mesures de protection. Vous recevrez dans le courant de la semaine prochaine, certainement sur notre site, le site syndex.fr,
ce diaporama, enfin en tout cas une extraction de ce diaporama, dans laquelle, bien sûr, nous prendrons soin de vous mettre à disposition cet exemple de fiche d'incident indésirable. Mais c'est une fiche très simple hein, qui reprend la date, l'heure à laquelle l'événement est survenu, les circonstances dans lesquelles l'événement est survenu et les actions immédiates qui auront été mises en place. Nous allons maintenant reprendre de manière certainement non exhaustive, car elles sont nombreuses et comme nous l'avons dit depuis le début de la présentation, les mesures de protection sont toujours très spécifiques, quel que soit, enfin selon le secteur d'activité dans lequel vous travaillez. Néanmoins, nous allons balayer ici les principales mesures de protection qui doivent être appliquées dans les entreprises en cette période. Et la première que nous avons déjà citée tout à l'heure, c'est celle de privilégier le télétravail pour les personnes qui le peuvent. Habituellement, en période normale, en période hors crise, hein, le Code du travail dit bien que le télétravail, les modalités du télétravail doivent être abordées à travers un accord d'entreprise ou un accord de branche. Bon, là, ce n'est pas le cas. On est là encore dans le cadre de circonstances exceptionnelles et l'employeur peut demander à ce que les employés télétravaillent sans que ce soit stipulé par un accord. Alors, ça pose un certain nombre de problèmes, justement, qu'il n'y ait pas d'accord et que l'on télétravaille pour autant parce que, justement, les conditions du télétravail ne sont pas toujours très satisfaisantes. Alors bien sûr, en plus de ça, s'ajoute la présence des enfants à la maison puisque les écoles sont fermées. Hein, et pour vous, les représentants du personnel, il est important, par le biais peut-être de petits questionnaires que vous pouvez passer avec l'autorisation de l'employeur à vos collègues que vous représentez, il est important que vous vérifiez que les personnes sont dans les conditions d'un télétravail acceptable, soutenable. Alors, en quoi le télétravail peut être soutenable? 4 points qui ne sont pas exhaustifs non plus, hein, qui ne sont pas suffisants, mais déjà vérifier que les conditions matérielles et environnementales respectent les principes ergonomiques. Il n'est pas souhaitable de travailler des heures durant sur un petit ordinateur portable. Il est important que les salariés puissent bénéficier d'un écran supplémentaire, d'un clavier supplémentaire tant que possible. Adapter le contenu et la charge de travail à domicile. Alors justement, pour ces raisons-là, hein, parce que les conditions matérielles et environnementales ne sont pas optimales, on ne peut demander la même charge de travail, les mêmes objectifs de travail, les mêmes cadences de travail quand on est à domicile et quand on est dans un bureau qui est parfaitement adapté. On n'a pas les mêmes moyens de communication non plus et on le sait bien. Et d'ailleurs, je pense que malheureusement, vous le subissez aussi là ce matin. On n'a pas toujours des moyens de connexion qui sont très efficients. Il faut aussi être vigilant à ce qu'il n'y ait pas un management intrusif en situation de télétravail, hein, c'est-à-dire qu'un manager ne puisse pas, au débeauté, prendre la main sur l'écran du salarié, lui demander précisément ce qu'il fait au moment où il le fait. Il y a une latitude qui doit être permise en cette période compliquée. Et donc, une organisation qui permette une délimitation la plus claire possible entre vie personnelle et vie professionnelle. Dans ce contexte de crise, on a aussi beaucoup entendu le sentiment très fort d'iniquité que vivent certaines personnes, les employés, les salariés, qui sont obligés, eux, de se rendre sur les sites de travail parce que pour eux, le télétravail n'est pas possible et les cadres, la plupart du temps, hein, donc les cols blancs, comme on dit, hein, qui, eux, peuvent finalement bénéficier de meilleures conditions de travail en poursuivant leur activité à domicile. Pour nous, c'est important de le spécifier ici parce que ça donne lieu à des aigreurs, à des incompréhensions.
et aussi à une déconnexion parfois totale de ces cadres et ce personnel qui travaille à distance et qui ne se rend pas compte des conditions réelles que vivent ceux qui sont voilà, sur le front, sur le pont. Donc, je pense que vous avez aussi les représentants du personnel à signifier cela et à en faire un vrai sujet de travail. Sur le site, justement, sur le site où se poursuit le travail, où va peut-être se reprendre le travail, on l'a dit, l'employeur doit largement diffuser par affichage, par note, par mail, sur l'intranet, toutes ces mesures de prévention indispensables, tous ces gestes barrières. Et on vous conseillera d'utiliser justement les affiches officielles éditées par le ministère du Travail ou, comme je vous le disais tout à l'heure, par l'INRS. Ou même, vous avez aussi de très bons supports qui vous sont proposés par vos organisations syndicales, qui ne manquent pas de réactivité et d'inventivité en cette période. Les sites des organisations syndicales sont vraiment très bien fournis. Plus précisément, quelles sont les mesures qu'il faut absolument observer? Limiter le nombre de personnes présentes simultanément sur le lieu de travail, mais aussi, et on l'oublie parfois, dans les lieux de restauration, dans les vestiaires. Très important de travailler sur des rotations dans ces espaces-là et sur des espacements. Alors, ça veut dire aussi que finalement, on va peut-être avoir des horaires décalés de passage à la cantine qui vont peut-être poser aussi des problèmes. Si on fait des rotations réfectoires et que finalement, on a certaines équipes qui ne vont déjeuner qu'à 14 heures, c'est important d'imaginer à ce moment-là, de demander une pause dans la matinée où il peut y avoir déjà une première petite restauration d'attente. Éviter, bien sûr, les réunions physiques, les rassemblements de personnes, privilégier des bureaux individuels en répartissant les salariés présents, favoriser la communication par le biais des outils modernes de communication, les mails, les audioconférences, les visioconférences. Mais aussi, pour les entreprises qui accueillent du public, baliser les zones de courtoisie, les tracer au sol, baliser aussi les flux dans l'entreprise, de manière à ce qu'on se croise le moins possible, mettre à disposition du gel hydroalcoolique, des lingettes. Mais dans ce cas-là, si l'on utilise régulièrement des lingettes désinfectantes ou nettoyantes pour les postes de travail ou les surfaces, à ce moment-là, pensez aussi à leur élimination et donc à multiplier la présence de poubelles et notamment de poubelles à pédales pour ne pas les manipuler à la main. Supprimer les fontaines à eau, supprimer les cafetières, arrêter les distributeurs, c'est très important parce que ce sont des occasions de contamination par les surfaces. Laisser au maximum les portes ouvertes dans les lieux de travail, entre les espaces de travail, sans nuire, bien sûr, pour autant, bien sûr, à l'activité ou sans nuire, par exemple, à la réduction du bruit. Vous voyez là encore que toutes les mesures que l'on va là citer doivent être toujours bien étudiées au regard de votre activité et des autres risques en présence. Diapositive suivante qui va porter sur les équipements de protection individuelle. Alors, la question des gants, la question des masques, ce sont des sujets très compliqués aujourd'hui. Vous le savez, les masques manquent cruellement. Ils ne sont pas obligatoires pour certains métiers. Ils ne sont obligatoires que pour les métiers qui sont en présence de personnes, notamment pour le personnel soignant, pour le personnel des EHPAD. Porter un masque nécessite d'être extrêmement bien informé et formé sur la technique
de mise en place du masque et sur la technique de retrait du masque. Comme vous le voyez sur la petite affiche de l'INRS, porter un masque ne sert à rien si on ne sait pas l'utiliser. Et effectivement, on ne peut pas se dire protégé ou protéger les autres si on n'a pas ces techniques. Les gants également, il y a une déclinaison des manières d'ôter les gants qui est proposée en ce moment sur notamment pas mal de tutoriels qui fleurissent sur YouTube ou sur les sites que nous avons cités tout à l'heure. Autre mesure de prévention importante, c'est le nettoyage des locaux et des surfaces. Il nous arrive beaucoup de questions sur quels sont les produits à utiliser. Est-ce que l'on doit nécessairement désinfecter les surfaces? Est-ce que l'on doit utiliser coûte que coûte du gel hydroalcoolique pour se nettoyer les mains? En réalité, ce que l'on lit aujourd'hui, parce que le cadre évolue quasiment quotidiennement. La recherche scientifique évolue au jour le jour. Néanmoins, aujourd'hui, ce que l'on entend, ce que l'on lit, c'est que tout ce qui est savon, dégraissant, détergent classique suffit aujourd'hui à neutraliser ce Covid-19. On n'est pas dans l'obligation d'utiliser des produits désinfectants. Le nettoyage, mais le plus fréquent possible, des surfaces en contact avec les mains suffit. Toujours est-il qu'il faut le faire plusieurs fois par jour, notamment sur les rampes d'escalier, sur les poignées des portes, sur les boutons d'ascenseur, sur tout ce qui peut être à portée des mains, puisque on nous le dit, la communauté scientifique le dit, le Covid est très résistant et peut subsister plusieurs heures, voire parfois plusieurs jours dans certains milieux, et notamment dans les milieux humides. Dans le cadre de bureaux partagés, bien sûr, il faut les éviter, mais quand on ne peut les éviter, à ce moment-là, nettoyage des claviers, des souris, des téléphones, nettoyage des postes de travail en industrie. Pour cela, il faut que vous vous assuriez de l'approvisionnement en quantité suffisante de fournitures, les sacs plastiques, les produits de nettoyage et d'un ramassage, bien sûr, régulier des contenants des poubelles. L'aération, la ventilation des pièces de travail doit se faire de manière très régulière. On ouvre les fenêtres à chaque pause, bien sûr en étant vigilant à ce que si le froid revenait, cela n'ait pas pour conséquence, bien sûr, un travail dans des conditions de température et d'hygrométrie qui ne seraient pas souhaitables. Vous verrez les détails, parce que quand je vois l'heure qui passe, vous aurez les détails sur le diaporama qui vous sera mis en ligne la semaine prochaine. On nous a posé beaucoup de questions sur l'intervention d'entreprises extérieures. Il faut être très vigilant. On ne peut interdire à certaines entreprises extérieures de continuer à venir sur les sites, notamment lorsque ces entreprises extérieures procèdent à des activités de maintenance ou de vérification d'incendie ou de ponts ou de chariots élévateurs. Mais il faudra être très vigilant à ce que les plans de prévention qui sont établis entre l'entreprise utilisatrice et ces entreprises extérieures mentionnent bien les dispositifs de sécurité et éviter que plusieurs entreprises se retrouvent en coactivité dans un même lieu de travail. Nous allons maintenant parler d'un sujet qui revient aussi très souvent et qui est celui des relevés de température. Dans plusieurs plans de prévention, plans de continuité d'activité, nous avons relevé qu'on demandait aux salariés de procéder à des relevés de température et à les communiquer à l'employeur ou à leur supérieur hiérarchique. Il est clair que la CNIL interdit de procéder à un relevé de température. On peut proposer de procéder à des relevés de température, mais la CNIL interdit d'enregistrer les données de température car il y aurait une atteinte aux droits privés. Donc soyez vigilants à ce que les relevés de température ne soient pas communiqués
Ils servent juste à une auto-évaluation du salarié de son état de santé. Nous terminons par, lorsqu'un salarié est contaminé, l'employeur, là, par contre, doit faire désinfecter son espace de travail en respectant un protocole très précis qui est détaillé dans cette diapositive que nous publierons sur notre site. Je repasse la parole à Paul. Oui, alors sur cette question effectivement je reprends la volée du salarié contaminé, on a vu une question sur quelles sont les obligations dans l'employeur par rapport au retour d'un salarié qui a été contaminé. A priori, l'employeur n'a pas d'obligation spéciale puisque on va considérer que si le médecin autorise le retour du salarié, c'est que le salarié en question, alors évidemment, est guéri et n'est plus non plus porteur du virus et donc n'a plus la possibilité de contaminer ses collègues. Donc il n'y a pas d'obligation spécifique à notre connaissance sur la question du retour d'un salarié qui aurait été contaminé à partir du moment où le médecin traitant, le médecin du travail autorise son retour. Alors, on va illustrer, alors du coup assez rapidement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions, donc on prend pas mal de temps. Donc on va essayer d'aller sur l'essentiel là, dans cette illustration, sur le secteur de l'industrie. Alors, bon, première chose, on vous donne ici des exemples de mesures qui doivent être envisagées dans l'industrie, qui sont évidemment non exhaustives et qui restent génériques, parce qu'on répète de toute façon les mesures de protection, il faut toujours les questionner par rapport aux situations de travail réelles, par rapport au poste de travail. Il y a quand même un certain nombre de choses voilà, qu'on peut voir systématiquement, qu'il faut questionner systématiquement dans l'industrie. C'est notamment la question de l'entrée et de la sortie quand on est sur des sites industriels avec une population importante. Donc ça peut être d'abord laisser le maximum de portes ouvertes pour éviter les manipulations des poignées. Adapter, voire carrément supprimer les portiques d'entrée pour éviter les regroupements de salariés à l'entrée et à la sortie. Adapter les horaires pour éviter ces regroupements et puis pour éviter des croisements d'équipes, par exemple quand on est en équipe du matin, équipe d'après-midi. Évidemment, revoir les modalités de passage de consignes entre équipes quand on est en travail posté, puisque du coup, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de passage de consignes en vis-à-vis entre les équipes. Et puis, cadencer le passage au vestiaire pour éviter une trop forte concentration de salariés dans les vestiaires. Avec notamment les questions qu'a abordé Anne. C'est une vraie question sur les sites industriels où on a des populations importantes. Ou une alternative, c'est de prévoir un habillage, déshabillage à domicile. Alors ça, c'est pas forcément une solution idéale puisque ça pose d'autres questions, ça pose d'autres difficultés, puisqu'effectivement, ça peut déboucher sur un risque d'apporter alors carrément le virus à domicile ou même dans certaines activités industrielles d'apporter d'autres produits pas forcément tip-top chez soi. Sur le poste de travail. Alors, bon, on répète de toute façon que la question des mesures de protection, elle doit être interrogée sur chaque poste de travail et de manière autonome parce que chaque poste de travail est différent. Mais il y a quand même des questions globales qui peuvent être posées. D'abord, effectivement, il y a la mise à disposition des équipements de protection individuels adaptés à minima. Et puis prévoir des moyens et des modalités de nettoyage des postes avant chaque nouvelle équipe. Le respect de la distance d'1 mètre entre opérateurs, donc ça c'est une grosse question, un gros sujet, et ça peut passer notamment par des marquages au sol, effectivement pour que certaines zones ne soient pas franchies, ou si nécessaire des barrières physiques comme des vitres en plexiglas, même si on se rend compte que c'est particulièrement compliqué souvent à mettre en place. Et puis, si les postes de travail sont distants d'un moins d'1 mètre, et ben alors là, ça passe forcément par la question de rééquilibrer les postes de travail, de regrouper les postes. Ce qui peut passer donc regrouper les postes, c'est-à-dire que là où on avait 2 postes, on va ne faire qu'un seul poste avec qu'un seul opérateur, mais ce qui va déboucher forcément sur une modification significative de la cadence de travail, de l'organisation du travail. Et puis, prévoir des dotations individuelles en outils pour éviter que les outils ne passent d'un salarié à l'autre. Ou à défaut prévoir des moyens individuels de nettoyage des outils. Sur tout ce qui est approvisionnement, ça on va en reparler un petit peu plus en détail, il y a évidemment la mise à jour d'un nouveau protocole transport qui doit être communiqué aux transporteurs avec l'objectif d'éviter tout contact entre le chauffeur et les salariés du site.
Et puis autour des questions des pauses, il peut y avoir plusieurs possibilités. Par exemple, demander aux salariés d'amener leur boisson et leur repas. Il y a la question de l'aménagement des salles de pause pour éviter que les salariés se côtoient de manière rapprochée. Éventuellement même d'ouvrir de nouveaux locaux et de les transformer en salles de pause. Et puis mettre à disposition du nécessaire pour se laver les mains dans les salles de pause. La question aussi d'un cadencement différent des moments de pause pour éviter des trop fortes concentrations dans des salles de pause. Et le fil conducteur, selon nous, alors ce qui est vrai pour tout, et notamment pour l'industrie, c'est vraiment de dépasser en amont de la reprise, quand on est dans un cadre de reprise d'activité, de dépasser la notion de mesure de protection générique et systématiquement de questionner ces mesures de protection en termes de quelle va être leur traduction sur les situations de travail. Et donc là, ce qu'on dit vraiment, c'est que l'employeur doit présenter en amont d'une reprise d'activité les mesures de protection atelier par atelier, poste par poste, processus par processus, voire situation de travail par situation de travail. Et c'est-à-dire que dans cette revue des postes, finalement, il va falloir poser systématiquement un certain nombre de questions qui vont être sur ce poste, est-ce que le salarié travaille toujours à la distance, à une distance supérieure d'1 mètre de ses collègues? Est-ce que sur ce poste, le salarié est en contact avec des pièces touchées récemment par un autre salarié? Le cas échéant, est-ce que le port de gants, de masques est compatible avec l'activité? Et puis, pour les postes pour lesquels les mesures de protection, on va dire standards, ne sont pas applicables telles quelles, eh bien, il faut que l'employeur présente une adaptation du poste de travail et de l'activité. Il faut aussi que l'employeur, il interroge les situations de travail classiques et prévisibles. Là, on va en reparler. Par exemple, des situations de panne d'équipement et d'intervention d'une équipe maintenance. Dans ces situations-là, est-ce que les mesures de protection sont applicables? On revient ici toujours sur cette idée, effectivement, qu'il faut adapter l'organisation du travail, ce qui peut passer dans l'industrie, très concrètement, par une adaptation de la cadence de production, des horaires de travail. On l'a un peu évoqué, souvent, quand on veut respecter des distances d'1 mètre entre les salariés, il va falloir effectivement regrouper des salariés et donc regrouper des postes de travail, c'est-à-dire qu'on aura la présence d'un seul salarié là où on avait 2 salariés, et donc réduire la cadence de production. Ça peut être des horaires aménagés aussi, on l'a vu. Et puis, ça peut être, de manière générale, réduire des effectifs présents dans les ateliers et donc élargir, le cas échéant, les plages des horaires de travail ou tout simplement réduire le niveau d'activité. Ensuite, il y a la question, en termes d'organisation, de la gestion des stocks d'approvisionnement, avec une consigne qui est passée en général et en tout cas sur laquelle il faut vraiment réfléchir, c'est la mise, nous on conseille effectivement qu'elle soit mise en place, c'est la mise en place d'une quarantaine des approvisionnements, c'est-à-dire prévoir un laps de temps pendant lequel les stocks vont être laissés sans manipulation pour éviter une transmission du virus. Et c'est des laps de temps qui peuvent être assez importants. Donc effectivement, on l'a dit, le virus peut tenir le coup sur un certain nombre de surfaces sur des périodes assez longues. Anne l'a rappelé, là on vous rappelle effectivement quelques ordres de grandeur qui vont fortement varier d'un matériau à l'autre. Et donc, il faut prévoir une mise en quarantaine de ces stocks. Et ça peut être point critique en termes d'organisation du travail, notamment sur les industries qui sont basées sur de juste à temps, dans des organisations lean. Et lorsque les magasins sont pas extensibles à l'infini et que les capacités de stockage sont limitées. Donc, ça veut dire que du coup, on aura une rotation des stocks qui va être plus faible et donc potentiellement, là aussi, une réduction du niveau d'activité et de la cadence de production qui va être nécessaire. Une question importante, c'est la question d'interroger les situations de travail. Et là, une commission Covid-19 a un véritable rôle à jouer. Dans l'industrie, mais comme partout, l'activité, elle n'est jamais complètement prévisible, elle est soumise à aléas, elle est soumise à imprévus. Et donc, la mise en œuvre des mesures de protection, leur applicabilité, elle n'est jamais complètement prévisible non plus. Et donc, elle doit être pensée, repensée au quotidien, au regard des situations de réel de travail. Et on a eu, par exemple, le cas d'une équipe qu'on accompagne. Effectivement, un CSE fait une inspection dans un atelier et se rend compte, effectivement, que lors d'interventions d'équipe maintenance, lors d'une panne des équipements de production, en fait, les salariés sont obligés de communiquer dans un environnement bruyant. Et donc, en fait, on est face à des cas où les salariés vont communiquer, vont parler entre eux, sans masque,
à une distance inférieure à 1 mètre. Hein. Donc ça, c'est des situations classiques, on va dire, de coactivité où les salariés travaillent ensemble. C'est pas directement des postes de travail, mais c'est bien des situations de travail qu'il faut systématiquement interroger, qu'il faut analyser. Et là, effectivement, des mesures de protection non standards doivent être imaginées et mises en place. Et donc, ça passe effectivement par des inspections du CSE, de la CSCCT ou de la commission Covid-19 lorsqu'elle est mise en place, avec des analyses régulières des situations de travail, donc via un dispositif d'inspection périodique. Hein, on l'a vu, on prend des photos sur les situations problèmes, on échange les salariés. Les salariés eux-mêmes peuvent remonter effectivement les difficultés via des fiches d'événements indésirables, comme on l'a vu. Et puis, le CSE met en place effectivement des démarches d'analyse adaptées, typiquement, effectivement, pour identifier des facteurs racines du non-respect de la mesure de protection, on va utiliser un arbre des causes. Voilà, je crois qu'on arrive au bout du diaporama. Ouais, on a même dépassé un petit peu on a dépassé le bout. Tout à fait. Donc, quelque chose à dire là tout de suite, c'est que on va pas pouvoir répondre à beaucoup de questions. En revanche, on vient de s'envoyer quelques messages là. On s'engage. Alors lundi, on est lundi de Pâques, mais mardi ou plus tard mercredi, à publier sur notre site de manière écrite des réponses aux différentes questions qui nous seront parvenues aujourd'hui. Un site syndex.fr. De toute façon, vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, du coup, vous serez au courant de l'actualité, des fiches qu'on peut publier, effectivement, qui peuvent vraiment vous être utiles dans cette situation particulière. Et de manière générale, Syndex a mis un dispositif d'appui aux équipes. Et puis, dans ce cadre, effectivement, dans le cadre du rôle que vous avez joué dans l'analyse des mesures de protection qui sont mises en place en cas de reprise ou de poursuite d'activité, on peut vous aider, on peut vous appuyer. N'hésitez pas à nous contacter, vous aider dans l'analyse des mesures de protection. Donc, vous envoyez un mail à contact@syndex.fr et puis on verra ensemble effectivement les modalités d'un appui, comment on peut vous aider, comment on peut vous accompagner. Voilà, ce webinaire de toute façon sera en replay sur syndex.fr et on vous enverra effectivement, comme Anne l'a dit, à la fois une synthèse de cette présentation et puis les réponses aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Peut-être qu'on s'autorise quand même un petit temps de réponse aux questions. On voit que vous êtes encore quand même assez nombreux à être avec nous. Il y avait une question sur est-ce que l'employeur est obligé de mettre en place une commission Covid-19 ? Alors non, il n'y a pas d'obligation légale absolue. Après, effectivement, l'employeur, il a quand même une obligation, elle, qui est absolue, de mettre en œuvre ce qu'il faut pour protéger la santé des salariés. Et selon nous, véritablement, une commission paritaire spécifique, c'est un outil, en fait, nécessaire, tout simplement, pour que l'employeur respecte ses obligations de santé. Moi, je pense qu'un employeur qui refuserait effectivement la mise en place d'une telle commission, ça serait quand même particulièrement malvenu, maladroit, et vous pourriez lui faire comprendre qu'effectivement, il se met lui-même en risque, puisque simplement, il ne mettrait pas en place une organisation adaptée pour protéger la santé des salariés. Bon, nous, on pense que de toute façon, dans la très grande majorité des cas, les employeurs sont plutôt preneurs de ce type de démarche de toute façon. Une petite précision aussi, vos délégations, vos mandats ne sont pas suspendus, même si pour votre activité professionnelle principale, vous êtes en activité partielle, par exemple, votre mandat n'est pas suspendu pour autant. Donc, vous pouvez bien sûr prendre vos heures de délégation pendant ce temps, même si personne dans votre entreprise n'est en activité effective. Alors je vois une question un peu pas facile, une question en cas de reprise d'activité. Devons-nous demander que les tests soient effectués afin que les sujets asymptomatiques soient détectés? Alors effectivement, on a eu des équipes qui nous ont posé la question. Là-dessus, il n'y a pas de consigne claire des autorités sanitaires. Il n'y a pas d'obligation aujourd'hui. Nous, on a des équipes, des CSE, qui ont fait
qui ont fait cette demande, qui attendent une réponse de la direction. Il me semble pas que la direction y soit absolument obligée, mais c'est quelque chose qui peut être demandé par le CSE. Et de notre point de vue, il y aura probablement des consignes des autorités sanitaires dans ce sens en cas d'une reprise générale d'activité. Après, cette mesure, l'applicabilité de cette mesure, elle est évidemment liée à la disponibilité en très grande quantité des tests. Mais je pense qu'effectivement, ça va être une mesure qui va vraiment être sur la table. Oui, oui, parce que l'Académie nationale de médecine le préconise et tout peut nous faire penser que lundi, dans la communication de notre président de la République, il y aura certainement des mesures de tests obligatoires en sortie de confinement. Par ailleurs, il faut quand même là encore souligner, comme pour les prises de température corporelle, hein, pour l'instant, un salarié ne peut ce serait une atteinte à sa liberté individuelle, ne peut donner les résultats à son employeur. Hein. Oui. La CNIL s'y oppose formellement. Tout à fait. On a vu aussi, on a entendu des témoignages d'employeurs qui se dédouanent de leurs obligations en faisant signer une sorte de décharge à des salariés en disant voilà, comme on est dans une circonstance particulière et que le risque du Covid finalement n'est pas inhérent à mon activité, je me décharge de mes responsabilités. Alors ça, c'est absolument interdit et le salarié, via ses représentants du personnel, peut bien sûr se retourner contre un employeur. Une telle décharge, quand bien même elle serait assignée, est de toute façon sans effet. Elle est sans effet. Voire même peut être portée à charge de l'employeur. Oui, et si jamais effectivement, dans votre cas, vous avez des décharges comme ça qui ont été signées ou en tout cas proposées par votre employeur, il faut absolument les dénoncer et avertir votre inspection du travail au plus vite. On a une question sur les membres du CSE qui sont en télétravail et qui souhaitent aller visiter les locaux. Il n'y a pas de problème. Hein. Vous êtes en télétravail peut-être pour votre activité professionnelle, mais pour votre mandat d'élu, là, vous pouvez aller visiter les locaux autant que vous le souhaitez. Il y a une seule restriction, c'est de ne pas gêner le déroulement de l'activité. Hein, comme toujours d'ailleurs, hein, c'est une disposition du Code du travail qui est valable hors temps de crise. Donc, vous y allez, bien sûr, vous êtes très attentif, vous vous protégez, mais rien ne vous empêche à vous rendre, et bien au contraire, hein, puisque c'est vraiment ce qu'on a voulu vous transmettre ce matin comme consigne principale, hein, d'aller voir le travail et de vraiment vérifier que l'activité réelle de travail peut se mener avec les mesures de prévention qui sont proposées. Est-ce qu'on va s'arrêter pour laisser tout le monde déjeuner ? Je pense qu'on va arriver au bout. Ouais. On vous remercie de votre attention, pour votre participation, pour vos questions intéressantes. Et puis on vous souhaite beaucoup de courage. Voilà. Et continuez à nous suivre, hein, du coup, sur notre site internet syndex.fr, sur les réseaux sociaux. Il y aura d'autres événements, probablement d'autres webinaires ou d'autres événements en tout cas en ligne auxquels vous pourrez participer. Et n'hésitez pas, je le répète, à nous contacter sur la boîte contact@syndex.fr pour au cas si vous avez besoin effectivement d'un appui dans l'analyse des mesures de protection ou sur d'autres questions d'ailleurs. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de